Bonjour, bonjour, bienvenue connecté. Donc, merci. Assez. On va commencer dans une petite minute. Et donc, juste un instant. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, pour petit rappel, donc ce webinaire, il va être par Philippe Lydia. Et la thématique principale, c'est la grammaire, le lexique et la phonétique, 3 piliers pour une pédagogie actionnelle. Donc, s'il vous plaît, et si vous avez des questions, et donc vous pouvez les écrire sur le chat, etc. Alors, on va attendre juste un instant et que Philippe, voilà, Philippe, il va se loguer à nouveau. Et en attendant, et je voulais vous remercier d'être là et également English, qui est notre partenaire et au Canada et donc de la part de OUP. Donc, c'est notre distributeur exclusif de clés internationales au Canada anglophone. Et on a fait ce partenariat pour vous soutenir à tout moment. Hi, Haley, how are you? Hello, Lisbeth. Good. How are you today? So thanks, Haley, for being here. So you work for IUP, so can you tell us about it, please? Sure, I will. So yeah, I'm the sales and for Oxford University Press Canada, and I also am the CLAY representative for Alberta and BC. So I'm sure I know some of the attendees on this call today. Yeah, so Oxford, we've recently partnered with CLAY to distribute their resources in Canada, which we're very and really excited that Philippe and Lisbeth are going to share their knowledge with us here today. And I believe at the end of the presentation, they're going to share some contact details with you. So if you have any questions, if you want to receive samples of any more information, you just reach out to us, and we look forward to connecting with you. Thanks, Haley. Thank you. Yes, sure. So at the end of the presentation, we'll give you a contact from IUP if you have further questions. And of course, like Philippe and me, we already will be for you. So thanks, Haley. Thank you. Donc, on va pas attendre, on va commencer le webinaire. Et donc, mon cher Philippe, peux-tu partager ta présentation? Bien sûr, bonjour. Alors, je salue quand même rapidement Hayley. Voilà, merci d'être présente et toute l'équipe de OUP. Voilà. Bonjour Lisbeth. Donc, je vais effectivement commencer à partager mon pendant que tu dis quelques mots. Normalement, bien sûr, ça va y aller. Bien. Voilà. Donc, pendant que tu partages ta présentation, je voulais vous dire, alors, qui est Philippe Lydia? Et notre formateur d'aujourd'hui, donc, est traducteur de formation et également, il s'est très vite tourné vers l'enseignement de FLE et la coordination pédagogique à l'Alliance française et puis la formation de formateurs. Il est aussi auteur et concepteur FLE et a coordonné en tant qu'éditeur des collections d'ouvrages. Et en 2014, dans l'équipe de Clé Internationale en tant que délégué pédagogique. Il anime des ateliers et des conférences aux 4 coins du monde sur des sujets qui portent sur le CSRL et des implications sur les classes de français, l'interculturel, bien évidemment, tout ce qui concerne la classe du FLE, la classe inversée ou encore sur les certifications. Plus récemment, il a été chargé d'un module portant sur le monde éditorial en FLE et bien évidemment, et il est aussi, il a une autre casquette, c'est la casquette de auteur. Et c'est pourquoi il a été aussi co-auteur de l'ouvrage, par exemple, de la classe inversée
et de la collection pratique et technique de classe, et également de la collection pratique, et auteur de la collection pratique Ravision A2. Donc, merci Philippe d'être avec nous, et j'espère, bien évidemment pour les participants, que vous allez bien profiter, et n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'écrire vos questions. Donc, Philippe, et cette formation est à toi. Très bien, bonjour, merci donc Lisbeth pour cette introduction. Bonjour tout le monde, alors je sais que vous êtes nombreux à venir du Canada, mais pas uniquement d'ailleurs, donc je salue vraiment tout le monde. Et nous allons nous consacrer donc à parler et actionnel, mais surtout en fait parler de certains éléments bien précis que sont la grammaire, le lexique et la phonétique. Alors peut-être avant de parler justement de ces éléments par rapport à la pédagogie actionnelle en général, j'aimerais bien poser la question, et nous allons utiliser justement le chat pour cela, poser une question à tous nos participants par rapport à cette pédagogie actionnelle justement. C'est en fait pour eux, pour vous donc qui nous écoutez, quelles sont les implications d'une pédagogie actionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous donner comme ça rapidement 5 caractéristiques qui, pour vous, eh bien, sont propres justement à une pédagogie qui s'inscrit dans une perspective actionnelle? Alors, je propose, Lisbeth, qu'on laisse 2 minutes à tous nos participants pour qu'ils puissent écrire dans le chat et que tu me fasses remonter un petit peu certains éléments qu'ils vont nous partager. Bien sûr, j'attends les réponses des participants. Merci. Voilà, alors n'hésitez pas à écrire justement dans le chat de façon très brève les caractéristiques qui pour vous seraient celles propres à la perspective actionnelle. Tu pourrais nous donner peut-être de petites pistes, comme ça les participants vont être animés à partager les réponses? Je pense que parmi les éléments, c'est un petit peu réfléchir certainement à ce que ça signifie, peut-être ce que ça signifie dans nos pratiques de classe, quelle est la place, par exemple, de l'apprenant, peut-être le type d'activité que l'on attend. Ce serait un petit peu des éléments, justement, qui font partie de cette réflexion autour de l'actionnel. Est-ce qu'on commence à avoir des éléments de réponse? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Animez-vous, participez. Alors, vous ne pouvez pas intervenir oralement, mais vous pouvez le faire à travers le chat. Donc, n'hésitez surtout pas. Avons-nous quelques éléments de réponse, Lisbeth? Non, toujours pas. Aïe, il ne faut pas hésiter à participer. Il ne faut pas hésiter à participer. Bien, bah, écoute, si nous n'avons pas de réponse, je vais peut-être avancer à ce moment-là. Parce que pour pouvoir comprendre cette réflexion autour justement de la grammaire, du lexique ou encore de la phonétique, je crois qu'il est important d'abord de resituer, recadrer un petit peu ce qu'est cette pédagogie actionnelle dont on parle en fait. Excuse-moi Philippe, je peux voir les réponses maintenant des personnes. Oui. Donc, les personnes disent, et par exemple, Catherine, la maison nous dit que les apprenants sont des acteurs sociaux et qui doivent accomplir des tâches, pas seulement langagières. Et il y a aussi Nancy Flores qui nous dit que c'est un travail collaboratif
Et Francis Benny, par exemple, il nous dit que c'est le partage des cultures, des langues. Et pourquoi pas, Ayed Chahabani, excusez-moi si je prononce mal le nom de famille, il nous dit aussi que c'est une approche interactive où l'enseignant propose des activités qui suscitent la collaboration des apprenants dans le cours. Là, je vois nombreuses réponses, mais bon, là, je vais citer cette fois-ci. Voilà, non, non, mais c'est une. Merci, merci et merci à toutes et tous. Et c'est une. Je pense que ça synthétise très bien les différents points justement de cette pédagogie actionnelle, qui évidemment, on l'a dit, centrée sur les tâches. Alors des tâches qui peuvent prendre des aspects plus de simulation, plus de projets, mais qui vont impliquer un travail collaboratif, qui vont bien sûr mobiliser les compétences linguistiques, mais sans perdre de vue justement le rôle de notre apprenant comme acteur social. Et donc c'est pour cela que il va falloir mettre en place des interactions en contexte, et la langue est un outil de communication. Et ça, c'est vrai que ça a été un changement aussi important, et ça continue à l'être, de penser justement que la langue n'est plus simplement cet outil théorique sur lequel on s'attarde autour des règles, etc., et toutes les exceptions, notamment dans la langue française. C'est parce qu'on va contextualiser qu'on va s'intéresser à une sorte d'authenticité du discours, et pour cela, il va falloir évidemment prendre l'environnement des apprenants et proposer, qu'il s'agisse donc de ces simulations, de ces projets, de ces tâches, tâches intermédiaires, tâches finales ou globales. On va s'appuyer sur des situations le plus proches possible de la vie réelle. C'est ce qui va en fait à la fois renforcer la pertinence des activités que nous allons faire, tout type. Nous allons en parler justement, et c'est ce qui va aussi renforcer la motivation de nos apprenants. Alors, comme il s'agit justement de tâches globales ou de projets globaux, eh bien, on va s'intéresser à des compétences globales, les compétences autour de la réception orale-écrite, de la production orale-écrite, bien sûr des interactions, mais on ne va pas perdre de vue non plus. Je vois qu'on en a parlé justement dans le chat, ça a été cité, prendre aussi en compte toutes les compétences pragmatiques, socioculturelles, les environnements plurilingues et multiculturels. On va aussi prendre en compte évidemment tout ce qui va être autour des stratégies ou des compétences plus métacognitives, évidemment. Les stratégies sont importantes, renforcer l'apprendre à apprendre, afin que nos apprenants soient capables de s'adapter à différentes variétés de situations et différents contextes dans lesquels ils vont interagir avec des interlocuteurs variés, multiples, etc., etc. Et ça demande un travail. Je crois que ça a été cité également par nos participants, un travail en coopération et en interaction. Donc, on va favoriser le travail en groupe ou en équipe, et pas uniquement justement lors du projet. Et on va en venir justement à nos points plus linguistiques sur lesquels va se centrer l'intervention d'aujourd'hui. Donc, travailler en groupe et en équipe, et puis favoriser justement une pratique de la langue, non pas théorique, mais bien une pratique de la langue lorsque l'on va réaliser justement différentes activités à travers. Donc on va favoriser, c'est un peu le rôle des projets, favoriser tout ce qui est résolution de problèmes, d'énigmes, mais aussi la négociation à la fois dans la réalisation du projet, mais aussi la réalisation lors de ces étapes, ou encore la négociation pour résoudre non pas simplement les points liés directement, mais aussi des réflexions autour des points de langue. Que ce ne soit pas simplement, je dirais, des exercices
du remplissage de trous bête et méchant, en quelque sorte. Alors, là, j'en viens justement un petit peu à cette idée de, en fait, pourquoi donc parler de piliers quand on parle de grammaire, de phonétique dans la perspective actionnelle? Pourquoi ce sont des piliers, à votre avis, si on prend en compte que, un petit peu, je dirais, dans l'image véhiculée par l'actionnel en général, il y a, comment dire, il y a cette impression, c'est souvent ce que l'on entend dans les retours, que la grammaire ou le lexique sont délaissés. Je ne parle même pas de la phonétique, qui est souvent le parent pauvre de l'apprentissage. Alors pourquoi ce sont quand même des piliers? Je ne sais pas si on peut comme ça rapidement, maintenant que tout le monde a découvert un petit peu comment fonctionne le chat, vous pouvez me dire pourquoi on peut considérer grammaire, lexique, phonétique comme des piliers également de cette pédagogie actionnelle, alors que souvent, on pourrait dire souvent, ça a été décrié. Alors, je ne sais pas, Lisbeth, si on a déjà quelques commentaires dans le chat. En fait, on a déjà des questions, mais bon, on va laisser les questions juste à la fin. Et en Voilà, effet, il y a je propose quelqu'un qui tout à vient fait. de... Je propose que ça reste à la fin, les questions. Et Marie-Claude Dansereau, il nous dit que, et bon, par rapport à ta question, ils permettent de préciser le message, le discours. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres commentaires? Je viens de recevoir un commentaire, donc Francine Benny qui nous dit « Les bases acquises par chacun servent l'apprentissage en interaction ». D'accord, merci. D'autres choses? Et pas pour l'instant. Ah oui, alors, attends. Je viens de recevoir une autre réponse de Hayet Chaabini. Et donc, elle nous dit qu'ils fonctionnent ensemble. L'étudiant doit les maîtriser pour être capable de communiquer efficacement. Ben, en fait, c'est effectivement, je crois que, et merci encore à tout le monde, et merci Lisbeth pour faire remonter ces commentaires. Je crois effectivement, peut-être lié à un malentendu dès le départ par rapport à justement la pédagogie actionnelle. Il a semblé que, eh bien, l'objectif des projets, des tâches globales, mettait de côté les aspects linguistiques. Or, on ne peut pas construire des échanges, de l'interaction efficace. On ne peut pas être capable d'échanger si il n'y a quand même pas des éléments linguistiques qui vont accompagner justement la construction de ces projets. Sinon, tout tombe, on retire les piliers et ça, on va vite être limité. On a besoin et de la grammaire et du lexique et aussi évidemment de la phonétique, de la phonologie pour pouvoir communiquer. Ce qui a certainement changé, c'est la façon de travailler ces aspects-là. Justement, ils ne soient plus des objectifs en soi, mais bien des outils d'accompagnement qui vont permettre de renforcer la capacité de nos apprenants à communiquer et encore plus que communiquer, aller au-delà, mais pouvoir construire, élaborer quelque chose dans la langue ou les langues cibles et en plus le faire avec l'autre. Mais on a besoin quand même de ces bases grammaticales, lexicales et phonétiques et phonologiques en fait. Alors, commençons peut-être par la grammaire. Alors, je précise, vu évidemment le temps qui nous est imparti, nous allons passer en revue et balayer
ces aspects-là sans avoir le temps d'entrer dans le détail, mais ce sont des éléments, enfin j'espère en tout cas que ce sont des éléments qui vont contribuer à la réflexion. Alors, commençons peut-être justement par le pilier grammatical, en fait, qui est souvent considéré encore aujourd'hui comme central, et même tellement central parfois que on oublie qu'il ne devrait plus être un objectif en soi, mais justement un élément pour soutenir notre projet, notre projet partiel ou notre projet final. Ce qu'il nous faut en fait, c'est une grammaire intégrée. Une grammaire intégrée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une grammaire qui ne naît pas d'une sorte de progression artificielle de ce qui serait absolument nécessaire pour la langue, et en plus de façon universelle, ce qui est complètement illogique, mais une grammaire qui va être au service d'un projet. Et ça c'est important évidemment de l'avoir en tête. Donc elle est bien là, notre grammaire, mais elle est là parce que nous en avons besoin pour pouvoir être encore plus efficace dans la construction du projet. Alors, même si le projet, et ça c'est important évidemment de l'avoir en tête, même si le projet doit, ou en tout cas devrait déterminer les points grammaticaux selon leur pertinence par rapport à ce projet, il ne faut pas perdre de vue quand on construit évidemment une progression autour des projets, il ne faut quand même pas perdre de vue, je pense, un outil qui est fort pratique pour nous aider à savoir, mais quand même, qu'est-ce qui correspondrait dans une vision globale de la langue française, qu'est-ce qui correspondrait à tel ou tel niveau du cadre européen. Et pour cela, on va quand même s'appuyer sur les références. On ne les connaît pas assez souvent, ces référentiels. Moi, j'ai pris ici la version synthétisée des référentiels qui avait été celle proposée justement pour les alliés, et qui est un outil évidemment de référence pour tout le monde, et qui, niveau par niveau du cadre, va nous situer, selon les compétences, eh bien, va nous situer sur des savoir-faire, des actes de parole, mais aussi sur des contenus grammaticaux qui correspondent à un niveau du cadre européen. Et c'est important quand on va penser à la construction justement de notre projet, de nous dire, voyons, est-ce que ces points grammaticaux vont pouvoir être présents dans le projet ou les projets que je suis en train de mettre au programme. C'est un élément évidemment important à prendre en compte. Ça ne veut pas dire qu'on va le suivre au pied de la lettre. Évidemment, puisqu'on a parlé de contexte, évidemment, il va falloir, une fois qu'on aura cet élément-là, se dire, est-ce que ça correspond aussi à mon contexte d'apprentissage? Il peut y avoir des éléments grammaticaux à décaler d'un niveau à un autre du cadre européen, enfin du référentiel sur lequel qui découle de ce cadre européen. Mais ça va être important quand même pour pouvoir justement déterminer des contenus en lien avec mon projet. Si je prends donc un projet final, ici j'ai pris un projet final justement d'un niveau A2, comme l'exemple que je tirais du référentiel, un projet de niveau A2 autour d'un quiz historique, c'est quelque chose qu'on propose dans l'Odyssée de niveau A2, eh bien, on va se dire, voyons, qu'est-ce que ma grammaire, qu'est-ce que les contenus grammaticaux du référentiel suggèrent? Et alors, on va voir, j'ai surligné
dans le document contenu grammaticaux, toujours tiré de ce référentiel, par exemple le passé composé, l'interrogation, l'utilisation des pronoms, la localisation temporelle avec quelques prépositions. Ça, ce sont les préconisations de l'outil. Eh bien, nous allons justement nous efforcer de mettre en place un projet et des activités autour de ce projet qui vont faciliter ces points-ci, ou en tout cas, puisque on imagine bien que ça se déroule dans tout un programme, en tout cas, certains éléments des points suggérés par le référentiel. Et ça, c'est un point de départ fondamental, comme quoi la grammaire ne peut pas être, comment dire, mise à l'écart de la construction du projet. Elle va être là, mais au service de toujours. Une autre question, je pense, qui se pose, c'est évidemment quelle approche grammaticale dans une perspective actionnelle. Et là aussi, la question, elle est légitime parce qu'il n'y a pas une façon d'aborder la grammaire. Et en même temps, je crois qu'il ne s'agit pas d'être dogmatique. Je dirais personnellement, certainement, que l'approche inductive me paraît la plus intéressante parce que c'est elle qui va nous plonger dans la réflexion grammaticale, donc va inciter nos apprenants à réfléchir sur la langue et eux-mêmes à essayer de verbaliser un petit peu ce qu'ils peuvent observer, les phénomènes de langue qu'ils peuvent observer. Mais j'ai dit, il ne faut pas être dogmatique. Et il peut y avoir d'autres approches tout aussi valables, contrastives, intégrer aussi, par exemple, le plurilinguisme dans la classe et qui permet de faire des rapprochements entre les langues connues de nos apprenants pour pouvoir partir à la découverte de règles ou créer eux-mêmes leurs règles ou des stratégies liées justement à la langue. Et je pense que ça, c'est un point important et je vous invite là-dessus justement à retrouver, c'est le français dans le monde. Alors c'est pas le dernier numéro, c'est l'avant-dernier numéro du français dans le monde qui justement s'interroge à la fois sur la place de la grammaire dans l'éthique du français langue étrangère ou langue seconde aujourd'hui, sa place et aussi justement comment. Et je crois que on va dire en gros 20 ans après la mise en place de la perspective actionnelle, il est intéressant de revenir sur la grammaire et de s'interroger sur sa place, en fait. On ne la jette pas, mais on voit comment, d'abord, on voit comment on l'aborde, comment les apprenants l'abordent, et comment ils peuvent participer eux-mêmes, en fait, à la construction grammaticale en intégrant justement aussi les langues de leur environnement. Donc ça s'inscrit pleinement, je crois, dans la démarche d'aujourd'hui. Donc une réflexion importante à avoir sur la grammaire. Alors on pourrait évidemment continuer plus longuement là-dessus, mais on va passer peut-être à notre deuxième pilier, qui est un autre pilier fondamental, qui est le pilier du lexique. Parce que on peut avoir une grammaire défaillante, imprécise, en construction, mais si on n'a pas de lexique, eh bien il est difficile de faire passer le message. Il est difficile d'échanger, donc de construire un projet si nous n'avons pas le lexique qui va avec. Et pour cela, il va falloir évidemment favoriser un travail de lexique en contexte et fonctionnel. Et ça, généralement, et tout en s'appuyant évidemment sur les connaissances aussi préalables de nos apprenants, ça va nous aider à voir ce qu'ils peut-être connaissent déjà
dans la langue. Si on les incite à faire des rapprochements avec d'autres langues, ils vont peut-être se lancer un petit peu plus, avoir moins peur, vaincre la peur du je ne peux pas le dire, je n'ai pas les mots pour pouvoir le dire. Mais ce que l'on va faire, évidemment, c'est fuir des listes de vocabulaire. Ça nous intéresse pas. Ça prend de la place pour rien si ce n'est pas accompagné d'un contexte. Et le contexte, et d'ailleurs on le voit dans comment dire, les ouvrages qui proposent justement une approche dans une démarche actionnelle, eh bien on voit bien que on a le projet à construire, ce projet s'inscrit dans un contexte. Et le contexte va favoriser évidemment les mots en criblant les expressions qui sont utiles à un contexte donné. Si je vois par exemple ces photos, que ce soit la photo A ou la photo B, eh bien immédiatement on peut se dire elles évoquent certaines choses qui vont nous situer dans un contexte et donc vont déclencher des mots. Alors rapidement comme ça, là encore, je fais appel au chat. Et Lisbeth, je vais te demander de faire remonter un petit peu. Comme ça, rapidement, pour l'image A, puis pour l'image B, est-ce qu'il y a des mots, des thèmes qui viennent à l'esprit de nos participants en voyant tout simplement ces photos? On va voir, on va atteindre les réponses. Alors, Francine nous dit que la première image symbolise la liberté, l'immensité et qu'elle aime la vie. Et on a aussi la réponse d'Awa, qui nous dit que pour la première photo, elle symbolise la nature, le divertissement. Fida nous dit que pour elle, elle symbolise la liberté et la paix. D'accord, très bien. Et est-ce qu'on a déjà des réponses pour la B aussi? Et justement, de les avoir, donc, et une conférence et ah non, ça non, capté, une célébrité, voilà, aussi on a pour la B. D'accord. Ah, ou pourquoi pas, ils nous disent le chaos, le stress le chaos aussi. Oui, le chaos et le stress. D'accord, intéressant, très bien. Bien, alors, merci. Alors déjà, c'est intéressant parce que, vous voyez, indépendamment de la réponse, la bonne réponse, parce que évidemment, nous, on connaît le contexte de ces photos. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, le fait même de lancer comme cela, justement, des images, ça déclenche tout de suite une réflexion avec la spontanéité de proposer eh bien, des mots, des expressions autour de thèmes. Et ça, c'est ce qui va justement nous aider à construire le projet. Il va falloir eh bien, mettre en place un lexique autour d'un thème. Alors, l'idée, justement, j'entendais parler de liberté. Ben oui, la liberté est souvent associée au voyage, à sortir, en sortir en dehors de son environnement habituel, etc. Et on va donc travailler certainement autour d'un lexique qui va nous permettre d'évoquer ces idées-là. Comme j'entendais parler de célébrité, donc de la presse qui va prendre en photo les célébrités. Donc, on va créer un environnement du vocabulaire autour certainement de la presse, les médias, donc l'information. Et ça va aider, ça va contribuer à ce que nos apprenants, d'une certaine façon, mobilisent beaucoup plus facilement leur connaissance préalable sur du vocabulaire, mais en même temps prépare beaucoup plus justement leur cerveau à emmagasiner, apprendre du nouveau lexique par rapport à
Et en plus, ça va les aider certainement à mieux gérer ce lexique-là parce qu'ils vont tout de suite l'associer à un tombe pas comme cela, comme un cheveu dans la soupe. Et ça, c'est évidemment important. Et puis, pour cela, on va justement aussi favoriser la mise en œuvre à la fois de stratégies et pour cela, associer, on va travailler, si on veut mobiliser le lexique, associer les mots à des images, à des schémas, hein, les caractéristiques, à des sons aussi, hein, des sons, des musiques, des chansons, des odeurs hein, aussi, des gestes. Hein. Et ça, c'est important de pouvoir le travailler hein, et ça va nous aider là encore, à accompagner un contexte. Hein. On a ici un exemple justement de logo, eh bien certainement que ici par exemple des logos, ça va nous aider à mieux associer à ce que ça représente. Et si on pense à ce que ça représente et si on réfléchit d'ailleurs en groupe, hein, moi je pense toujours là aussi dans les échanges à ce que les activités lexicales se passent, comme les activités grammaticales d'ailleurs, se passent en groupe, eh bien, on va pouvoir, comme cela, construire ensemble, construire avec l'autre des réflexions. On va peut-être se tromper, on va dire, mais c'est quoi ce lion-là qui apparaît? Je ne sais pas ce que c'est, mais on va peut-être même chercher. Et ça va nous pousser à mieux mémoriser, en fait, ce vocabulaire. Et pas simplement, vous voyez, l'apprendre par cœur. Donc ça incite évidemment l'apprenant à s'impliquer beaucoup plus dans son apprentissage. Et c'est comme cela que l'on peut aller vers des documents continués, vous voyez, vers des documents authentiques hein, qui vont nous permettre à la fois de nous plonger ici, par exemple, hein, à partir d'affiches de cinéma, eh bien, nous plonger dans le vocabulaire hein, de la famille, hein, ou encore des images autour de sport. Hein. On va être, plutôt que de faire, vous voyez, des listes de sport, on va s'impliquer beaucoup plus dans la réflexion sur ce que représentent ces différents sports. Tout ça pour le contextualiser sur les activités que nous allons faire dans notre quotidien. Alors, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir personnaliser, je dirais, les approches, puisque quand on est justement dans une démarche actionnelle, on va prendre en compte le parcours de la classe, du groupe, mais aussi, bien évidemment, de l'apprenant comme individu. Et nous n'avançons pas tous de la même façon. Donc, il est important de pouvoir adapter aussi la progression en fonction de ses besoins. N'oublions pas que dans la démarche actionnelle, il y a cette idée en fait, d'apporter des contenus pour répondre aux besoins. Mais pour cela, il faut que nous, enseignants, on ait ces contenus et qu'on puisse aller les chercher quand on en a besoin pour pouvoir les fournir à nos apprenants. Et là-dessus, on peut retrouver, alors, par exemple, des propositions comme ici, vous voyez, de banques de ressources complémentaires qui vont aider à ce que l'apprenant ou le groupe d'apprenants fasse des activités complémentaires, enrichissent comme cela son vocabulaire, soit parce que il en a besoin d'un petit peu plus pour le projet, parce qu'il veut aller plus loin, mais on va en tout cas prendre en compte cette réalité pour qu'il puisse avancer. Et je dirais que même quand on travaille sur des exercices à trop, hein, tout à l'heure je parlais des exercices à trop comme un peu bête et méchant, parce que c'est vrai que l'exercice à trop, c'est souvent un petit peu l'idée qu'on en a, mais on peut quand même essayer de faire que ce ne soit pas un simple exercice où je remplis bêtement, mais que ça m'oblige quand même à réfléchir, quand je travaille sur le lexique, à réfléchir à un contexte.
Et en plus, alors évidemment, on peut le faire individuellement, mais moi je trouve que ce travail, ce type d'activité, il peut être encore beaucoup plus motivant si on le réalise en groupe, où on va avoir des possibilités, où les apprenants vont pouvoir échanger sur « Ah, moi je pensais que c'était ce mot-là. Ah, bon, moi je pensais que c'était celui-ci. » Alors évidemment, l'exercice ne va peut-être pas être fait avec des interactions 100% en français. Mais je dirais, peu importe, il vaut mieux que l'activité soit un petit peu plus complexe et que les apprenants puissent échanger entre eux, justement au moment de réaliser ces exercices, de chercher quel est le mot juste ou de dire si c'est vrai ou si c'est faux et qu'ils échangent entre eux et qu'ils se trompent éventuellement. Mais ça va enrichir évidemment nos apprenants parce qu'ils vont même peut-être pouvoir se souvenir de telle activité qu'ils ont faite et l'associer à tel ou tel mot de vocabulaire ou telle expression qu'ils ont apprise à l'occasion de l'exercice. Donc, le lexique est évidemment un autre pilier fondamental dans la construction du projet, à condition justement qu'on pense comme ceci et le contextualiser et peut-être renforcer le travail collaboratif qu'on peut faire avec, que ce ne soit pas qu'on n'apprenne pas des mots seulement dans son coin pour un jour peut-être les chercher comment le réutiliser. Je crois que c'est important. Avec aussi, comme pour la grammaire, la mise en place de stratégies. Et le troisième pilier, certainement, alors là, je disais tout à l'heure que c'était un petit peu le parent pauvre. Effectivement, on sait que la phonétique, eh bien, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais en même temps, elle est fondamentale. Elle est fondamentale pour garantir une bonne communication. Alors, fondamentale parce que il va falloir s'assurer qu'il y ait une certaine qualité dans la façon de parler pour que la communication passe. Mais il va falloir que ce soit une phonétique, évidemment, qui d'un côté, quand même, arrive à vaincre ses peurs ou à surmonter les peurs que peuvent avoir et l'apprenant dans sa façon de parler, mais l'enseignant aussi dans sa façon d'enseigner la phonétique. Il va falloir aussi, là encore, ne pas être dogmatique. J'en parlais pour la grammaire, c'est la même chose, je crois, pour la phonétique. Et puis, là aussi, favoriser une phonétique, encore une fois, liée au contexte, aux objectifs que l'on va avoir, notamment du projet final. Donc, la phonétique, elle est nécessaire, il ne faut pas qu'on la laisse de côté. Elle a le même droit de citer que la grammaire ou le lexique. Mais soyons raisonnables, on doit être en d'intelligibilité, ça c'est absolument nécessaire, sans pour autant créer une situation qui pourrait freiner nos apprenants dans leurs intentions de communiquer. Donc, il faut vaincre évidemment cette peur du ridicule, des représentations, par exemple dans le cas de la langue française, des représentations de certains sons qui seraient, paraît-il, difficiles. Le R qui pourrait être difficile, par exemple. Aussi par rapport aux perceptions qu'ils peuvent avoir de la langue, mais aussi pourquoi c'est souvent mis de côté un petit peu, c'est parce que des fois, eh bien nous-mêmes avons peur de l'aborder, soit parce que nous n'avons pas les techniques pour travailler la phonétique, on trouve que c'est trop complexe, parfois nous n'avons pas eu la formation initiale pour le faire, et c'est vrai que la phonétique, eh bien, comme la grammaire, comme le lexique, eh bien, c'est quelque chose qui demande à ce qu'on soit formé pour pouvoir
le travailler avec les apprenants. Ça, c'est évidemment, c'est important. Mais elle est fondamentale pour pouvoir garantir, en fait, comment dire, une bonne communication, une communication efficace entre les apprenants et les apprenants avec l'enseignant et les apprenants vers le monde extérieur. Alors, souvent, souvent, quand elle est traitée, la phonétique, souvent d'ailleurs dans les manuels, c'est souvent de la phonétique articulatoire que l'on trouve, qui se centre beaucoup sur les phonèmes. Moi, je crois que, évidemment, c'est important, mais il ne faut pas oublier que les rythmes, la prosodie, la gestuelle qui vont nous aider à accompagner la phonétique sont aussi des éléments fondamentaux. Et moi, un petit peu comme vous pourrez le suivre, je vous donnerai la référence justement d'un webinaire qui a été donné sur la phonétique. Je pense que la méthode verbotonale qui revient, qui n'est pas nouvelle, mais qui revient depuis quelques années, a toute sa place pour pouvoir justement renforcer le travail de phonétique d'une façon plus globale et pas uniquement centrée sur les phonèmes et leur graphie. Donc on va s'intéresser, quand je pense à la phonétique, bien sûr qu'on va s'intéresser à des phonèmes. C'est important de travailler sur la perception et la discrimination d'un U et d'un I ou d'un OU, d'un E ou d'un A, etc., etc. Et ça, il y a des exercices que l'on va trouver de façon ponctuelle tout au long des ouvrages en général. Hein. Mais c'est vrai que souvent, les ouvrages se centrent surtout sur les aspects, les manuels se centrent souvent sur les aspects, je dirais, plus, comment dire, plus la phonétique articulatoire. Or, je pense qu'il faut évidemment renforcer tout ce qui est autour de la perception non seulement des sons, mais des groupes, des groupes de sons, les phrases, etc. Ne pas oublier l'aspect affectif aussi, lié à la phonétique, ou encore la gestuelle, des mains, du corps, des mimiques, avec tout un travail autour de la prosodie, rythme et des intonations. Je pense ici à une activité que l'on peut trouver, vous voyez, où on va contextualiser l'utilisation de phrases. Là, par exemple, autour de l'agacement. T'as vu combien de pages il y a? 670 pages. Tu te rends compte? 670. C'est-à-dire que si on met, c'est très dur le français à prononcer. Oui et non. Mais si on permet justement une dramatisation de la langue pour travailler avec, on va oublier de s'attarder sur des épithètes pour s'intéresser à une prononciation beaucoup plus globale. Je vous invite d'ailleurs à découvrir, parce qu'on n'a pas le temps d'entrer, il y avait un numéro excellent du Français dans le monde justement sur la phonétique, ou encore un webinaire où évidemment tout le travail autour de la prosodie qui est proposé dans la première partie de cette phonétique progressive. Et ça c'est vraiment fondamental. Voilà un petit peu, je sais que c'est l'heure, il y a Lisbeth qui est en train de me dire attention, et je te remercie Lisbeth de me le rappeler. De toute façon, je vous partagerai évidemment ce document où vous allez trouver toutes les références, et on va peut-être laisser un temps pour les questions, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Philippe. Merci pour cette intervention. Alors, je vais commencer avec la première question. Donc, tout au début de ton intervention, donc quand je tu as n'entends pas Lisbeth. Et là, tu m'entends? Attention. Alors, moi, je t'entends. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui.
Alors, je vois que et sur le chat, ils m'écrivent que vous m'entendez, n'est-ce pas? Et maintenant, Philippe, tu m'entends? Je vais aller regarder s'il y a des questions qui ont été posées. Oui, mais alors Lisbeth, je ne t'entends pas. Alors, on va écouter la première question. Je crois qu'il y a un petit problème de son. Eh bien, en fait, les compétences, et ça, on peut penser au DELF quand on pense justement aux compétences linguistiques et compétences pragmatiques. Vous savez que quand on est dans le DELF, vous avez ces deux deux points qui se différencient. Et en fait, les compétences pragmatiques, c'est beaucoup plus celles qui vont justement ne pas porter directement sur du linguistique, mais plutôt sur la capacité à s'adapter à une situation, donc avoir des compétences socioculturelles notamment. Alors ça peut être tout simple, c'est-à-dire s'adapter à une situation, c'est savoir si je vous vois ou je tutoie, et qui peut varier, donc qui n'ont rien à voir directement avec la langue, mais bien le contexte. Nous avons beaucoup d'amis canadiens qui sont présents parmi nous. Eh bien, justement, l'usage du vouvoiement et du tutoiement en français au Canada, ce n'est pas la même chose que l'usage du vouvoiement et du tutoiement en France. Or, nous parlons bien d'une même langue française, avec toutes ses variantes et tout ça, mais la différence, et là on est plus dans des compétences pragmatiques du vouvoiement et du tutoiement, n'est pas une différence linguistique. La conjugaison est la même, mais pragmatique parce qu'elle est liée à un environnement socioculturel qui fait qu'on va avoir des usages différents de la langue. Merci Alors, Philippe. effectivement, alors c'est une autre question, on pourrait s'attarder sur la compétence. Je voudrais avancer un petit peu peut-être sur d'autres questions. Par exemple, effectivement, il y a une tradition, comment dire, d'enseignement qui place et qui continue à placer des années après le communicatif, des années après le lancement de l'actionnel, qui continue à placer la grammaire au centre de tout, comme si toute progression ne dépendait que de la grammaire, comme si les compétences pour pouvoir parler de la langue, parler une langue, ne dépendaient que de la grammaire. Et ça fait partie des croyances d'apprentissage d'une langue. Et ce n'est pas simple, surtout quand on vient de certaines traditions. Je crois qu'il ne s'agit pas de, comment dire, il ne faut pas les blâmer d'abord pour cela. C'est légitime s'ils viennent selon la tradition d'enseignement et d'apprentissage, eh bien, c'est légitime qu'ils puissent penser. Parce que ce qu'il faut, c'est petit à petit montrer qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas que la grammaire, que l'objectif d'apprendre une langue n'est pas la grammaire en soi, qu'ils voient justement que on a des contenus grammaticaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'on ne va pas travailler la grammaire. Si ils souhaitent faire des activités complémentaires, des exercices de grammaire complémentaires, parce qu'ils en ont besoin, pourquoi pas? Mais là, par contre, et ça j'en suis aussi convaincu, il ne faut pas que la classe soit un lieu de grammaire. Sauf évidemment si on est dans une classe
module spécifique de grammaire. Mais si on est dans une classe de 1, de A2, je dirais normale, une progression normale ne peut pas être basée sur des contenus grammaticaux. L'espace classe doit être un lieu avant tout d'échange, de communication et d'interaction. Donc, on va pouvoir faire peut-être un exercice de temps en temps, un exercice bien grammatical, mais on va faire d'autres choses. Par contre, on va accompagner ces apprenants vers d'autres contenus de langue, certainement. Bien, le changement, je dirais, le changement justement dans l'enseignement de la grammaire, c'est que d'abord, c'est un apprentissage de la grammaire plus qu'un enseignement de la grammaire. C'est plus les apprenants qui vont se poser des questions sur la langue, ça c'est déjà une chose. On va fuir du cours magistral. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments magistraux. L'enseignant peut évidemment, à certains moments, reprendre le contrôle de la classe pour expliquer certains points de grammaire, mais surtout au moment d'en faire peut-être la synthèse. Mais ce que l'on ne va plus faire, c'est donner cette classe magistrale de grammaire. Non, on va inviter à ce que les élèves participent en fait à la construction. C'est une co-construction dans laquelle nous allons apporter des éléments, mais nous allons essayer de motiver au maximum pour que nos apprenants, en tout cas, en découvrent certains, établissent certains parallèles avec leur langue ou les langues qu'ils connaissent, en disant bah oui tiens ça c'est comme en anglais, c'est comme en espagnol, c'est comme je ne sais pas, ou au contraire ce n'est pas comme tiens ben nous on perçoit ça comme ça, ben tiens le français j'ai l'impression qu'il fait ça, et nous on va pouvoir les guider, comment dire, d'une certaine façon peut-être certifier que leur observation est correcte ou réorienter, mais en tout cas, ils se seront impliqués. Et ça, c'est une des grandes différences qu'il y a. Et en plus, on va le faire en incitant à ce que ce soit des réflexions avant tout en groupe réduit. Et ça aussi, c'est un élément différent. C'est pas l'enseignant qui va interroger pour vérifier des connaissances des apprenants. Non, on va inciter à ce que les apprenants, entre eux, déjà échangent, comparent. C'est ça qui est important. Et puis nous, on va rassembler les différentes informations. Et donc, on a un rôle, mais vous voyez, on a un rôle beaucoup plus d'accompagnateur, en fait. On va les accompagner dans cette construction, cette co-construction grammaticale, qui évidemment ne va pas se passer qu'en français. Si je suis le prof et je donne un cours magistral, je vais peut-être le faire qu'en français. Mais est-ce qu'ils vont vraiment apprendre? C'est pas sûr. Bien, en fait, c'est que justement, si Nancy dit qu'il faut changer de la méthodologie, même de la dynamique actionnelle, qui s'était déjà amorcée de le communicatif, mais l'actionnel, je crois, l'a renforcé. Il s'agit bien justement d'un changement de méthodologie qui est préconisé déjà depuis quelques années, qui oblige à réfléchir à une autre dynamique de cours, ce qui veut dire aussi qu'il oblige à réfléchir à une autre, même à des espaces de cours différents. Ça, c'est important. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste, voilà vous. Voilà, peut-être Lisbeth, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, sinon je vais te laisser conclure et moi remercier en tout cas toutes les participants à ce webinaire. Merci encore d'être parmi nous et merci évidemment à toute l'équipe d'OUP pour nous avoir accompagnés dans cet événement. Lisbeth, je te rends la parole. Bien sûr, merci Philippe. Et c'était juste pour te dire qu'ils sont assez nombreux à te remercier pour ce webinaire. Et plusieurs questions pour savoir si on peut avoir on n'entend pas Lisbeth. de ce webinaire. Ne t'inquiète pas, c'est bon.
enfin, les autres personnes m'entendent, donc c'est pas grave. Et donc, je voulais vous dire que ce replay, il va être disponible sur notre chaîne de YouTube. Et comme Philippe l'a dit également, et donc merci à OUP. Et vous avez Je me demande ces s'il n'y a pas un petit informations. souci de Non, c'est bon. communication. Les personnes m'entendent. Et donc, et aussi pour vous dire qu'on va aussi vous envoyer cette présentation si jamais vous en avez besoin. Et n'hésitez pas à nous écrire. Donc, au Canada, on est 2 délégués pédagogiques. Donc, bien évidemment, vous connaissez maintenant Philippe Lilia et moi, Elisabeth Allais. Et simplement, vous nous écrivez. Et également, et vous avez aussi les contacts d'Oxford. Donc, c'est Grace Saint-Germain et son numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à lui écrire. Merci, un grand merci à vous et on se retrouve à très bientôt. Au revoir.